Ce mouvement, c'est un pas énorme pour Istanbul, car le reste de la Turquie se laisse porter par le rythme de la ville. Chaque pas franchi par Istanbul, c'est un pas encore plus grand pour l'avenir du pays. Napoléon a dit un jour « La révolution doit apprendre à ne pas prévoir ». Imprévisibles, telles ont été les manifestations qui ont soulevé Istanbul le 31 mai dernier. Tout a démarré dans ce parc, au cœur de la place Taksim. Alors que les premiers bulldozers s'apprêtent à y arracher les arbres pour laisser place à une caserne ottomane, une poignée d'écologistes fait barrage. L'information se propage comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. En quelques heures, des milliers de manifestants rejoignent le parc Gezi. Le mouvement pacifiste atteint bientôt Ankara, Izmir et une dizaine d'autres villes du pays. La police fait alors usage de la force et tente, à coups de canon à eau et gaz lacrymogène, d'éteindre le feu qui embrase le pays. Historiquement parlant, c'est une première. Et c'est pour cette raison-là que cela a surpris pratiquement tout le monde. Il s'agit d'un mouvement qui montre que certaines sections de la société turque en étaient arrivées à un point de ras-le-bol. Cette intervention brutale de la police a aussi mis en branle toute une série de groupes d'individus qui avaient des griefs qui étaient accumulés depuis un certain temps. La destruction du parc Gezi a donc fait office d'élément déclencheur. Mais ces derniers mois déjà, certaines annonces du gouvernement avaient suscité l'indignation d'une partie de la population. Le premier dérapage de l'AKP, parti libéral conservateur au pouvoir depuis 11 ans, intervient 2 jours avant le début des émeutes. Lors de l'inauguration du chantier du 3e pont du Bosphore, le Premier ministre annonce son nom. Il sera baptisé Yavuz Sultan Selim. Selim le Terrible, c'est lui qui au XVIe siècle commanda le massacre de 40 000 Alévis. Si cette communauté religieuse issue de la branche chiite de l'islam voit cela comme une insulte, les pro-AKP, eux, évoquent le rôle historique du sultan. Déjà, on dit, ben voilà, c'est le premier calife. Historiquement, c'est faux. Il n'a jamais été, à la suite, si vous voulez, d'une cérémonie, etc., nommé calife. Donc là, historiquement, le califat, c'est vraiment, ça ne tient pas debout. Bien entendu, symboliquement, c'est autre chose. Et les Alévites turcs, qui sont au moins 10 millions, ne veulent pas se souvenir de l'Empire ottoman de cette manière-là. Le pouvoir est en train de ranimer des débats ou des polémiques qu'une grande partie de la nation en Turquie a dépassé depuis longtemps. Des débats et des tensions, il y en a eu dans ce pays qui compte encore plus d'une quarantaine d'ethnies. Si certains conflits persistent à travers la Turquie, les récents événements populaires prouvent qu'une page s'est tournée. Pour la première fois, le peuple s'est rassemblé, sans distinction de race ou de religion, autour de revendications communes. Burada yaşadığımız 15 gün boyunca
Au cours de ces 15 derniers jours, les gens, sans se connaître, ont réappris à s'entraider, à coopérer et à se soutenir les uns les autres. Nous dormons dans les rues, sur les trottoirs, et nous avons redécouvert ce que cela voulait dire d'être complètement libre, d'être loin de la pression exercée par le gouvernement et par les forces armées, loin de ceux qui veulent se mêler de nos vies. Nous avons réappris à subvenir à nos besoins quotidiens en se soutenant et en se faisant confiance. Quoi qu'il arrive dans l'avenir, nous n'oublierons jamais ça, parce que nous avons tous surmonté nos peurs. Les propos de Can peuvent apparaître surprenants dans ce pays où le droit de manifester est inscrit dans la Constitution. Mais des souvenirs douloureux expliquent les craintes d'une partie de la population. La Turquie, ça fait longtemps qu'elle n'a plus connu un tel mouvement de contestation parce que suite au coup d'État de 1980, du 12 septembre 1980, l'État kémaliste à l'époque avait décidé de véritablement nettoyer la Turquie à la fois de ses éléments séditieux. Alors quand je dis la Turquie, c'est l'administration, l'université, des groupes de gauche, d'extrême gauche, et avait aussi décidé de dépolitiser la Turquie. Voilà. La Turquie était au bord de la guerre civile, c'est peut-être une grande différence par rapport à ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que tout l'été de l'année 80, au mois d'août, il y avait plusieurs morts par jour entre bandes de jeunes, y compris à l'université, on se tirait dessus. Plusieurs centaines de morts sur la seule année 80 et un mouvement populaire violent qui se solde par un coup d'État militaire. On est loin de l'esprit de Gezi. Créatifs et pacifiques, depuis le début de cette révolution, les manifestants redoublent d'imagination pour se faire entendre. Sous le regard approbateur de Mustafa Kemal Atatürk, père fondateur de la Turquie moderne, le peuple s'est imposé comme le garant des principes républicains qu'il veut aujourd'hui voir respectés. Étatisme, nationalisme, républicanisme ou encore laïcité, ces principes ne datent pas d'hier en Turquie. Ils sont instaurés en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk sur les modèles des démocraties européennes. Alors que le pays renaît à peine des cendres de l'Empire ottoman, Atatürk va transformer en profondeur la société en à peine 15 ans. En 1923, Mustafa Kemal est élu premier président de la République. 3 ans plus tard, le pays adopte un copier-coller du Code civil suisse, le plus moderne de l'époque. En 1934, soit 10 ans avant la France, Atatürk accorde le droit de vote aux femmes. Si toutes ces réformes sont aujourd'hui bien ancrées dans la société, le principe de laïcité divise toujours. Le pouvoir ne doit pas descendre du ciel. Le pouvoir doit dépendre de la raison humaine. C'est ça la laïcité, où la laïcité commence. Pourtant, nous, on est en train de s'éloigner de ça. Par exemple, dernièrement, l'interdiction de la vente des boissons alcoolisées, etc., est défendue par le Premier ministre, comme quoi c'est quand même sa conviction religieuse qui le pousse à faire ça. Cette nouvelle loi qui interdit la consommation d'alcool aux abords des mosquées a été annoncée 2 semaines avant le début des manifestations. Une annonce perçue par les laïcs comme une ultime provocation du Premier ministre et de son gouvernement conservateur. Ils sont en train de faire une guerre qui est finie depuis longtemps et qui est dépassée par la société turque. La société turque est maintenant profondément démocratisée. Vous avez, je suis sûr, remarqué dans les rues des filles portant le foulard, mais d'autres qui portent des mini-jupes, marcher bras dessus, bras dessous. Voyez-vous, c'est quelque chose que la société a dépassé.
Nous luttons tous ensemble contre le fascisme clérical. Le fascisme clérical est basé sur les doctrines et la politique définies par Mussolini et Adolf Hitler. Le fascisme islamique, issu de l'antisémitisme, a été ranimé ici par Recep Tayyip Erdoğan et le pouvoir d'AKP. C'est contre cela que nous sommes en train de lutter. Nous voulons une belle vie, une belle Turquie. Nous devons faire ça pour nos enfants. Au-delà des critiques sur le conservatisme religieux dont peut faire preuve l'AKP, ce que dénonce aussi une partie de la population, c'est la dérive totalitaire de son Premier ministre. Et sa gestion du conflit n'aura pas fait taire ses opposants. Répression violente, dialogue quasi inexistant avec les manifestants, Erdoğan est même allé jusqu'à nier l'ampleur du mouvement. Le 16 juin dernier, alors que la police vient de reprendre de force le parc Gezi, Erdoğan est en meeting à Istanbul. Devant plus de 100 000 personnes, le Premier ministre turc va accuser publiquement les médias internationaux de diffuser de fausses informations. Allez-y, essayez de cacher ça à CNN, essayez de cacher ça à Reuters. Depuis des jours, vous ne diffusez que des informations mensongères. Vous avez montré une image différente de la Turquie. Vous êtes maintenant seul face à vos mensonges. Si aux grandes dames du Premier ministre, les médias du monde entier ont largement relayé les événements, en Turquie, les premiers jours des manifestations ont été passés sous silence. La chaîne CNN turque est même allée jusqu'à diffuser un documentaire sur la vie des pingouins au premier soir des émeutes. C'est une affiche distribuée avec la revue Pingouin. Puisque nos médias préfèrent diffuser des documentaires plutôt que de nous montrer les événements, c'est devenu l'un des signes de protestation. Le bouquet de fleurs symbolise notre lutte. Brandi comme un trophée, ce pingouin est devenu le symbole d'une presse sous la coupe du pouvoir. Un problème majeur qui n'est pas nouveau puisqu'avec près d'une centaine de détenus, la Turquie est le pays qui compte le plus de journalistes emprisonnés, devant l'Iran et la Chine. Je suis journaliste depuis 26 ans. Je suis l'un des journalistes chercheurs les plus connus en Turquie. Suite à une opération de police, on m'a mis en prison à cause de mes écrits. J'y suis resté 2 ans. Aujourd'hui, je suis l'un des accusés non détenus de ce procès. Je suis accusé de terrorisme. Je dois me présenter 1 fois par semaine au commissariat de police et il m'est interdit de voyager à l'étranger. Comme Soner, Doğan est journaliste pour le site indépendant Oda TV. Et comme lui, il est accusé d'appartenir au réseau terroriste Ergenekon, un groupe soupçonné d'avoir voulu commettre un coup d'État contre le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan. Cette accusation fait sur les preuves falsifiées, comme digitales, mais falsifiées par la police. Et on les envoyait par le virus sur nos ordinateurs. L'affaire Ergenekon est une affaire construite sur des mensonges. C'est une affaire inventée de toutes pièces pour faire taire les opposants du gouvernement en les mettant en prison. Le but est de renforcer le pouvoir en place. Avec une presse bâillonnée, des mouvements populaires sévèrement réprimés et un principe de laïcité mis en branle, le pays fait pâle figure dans le rang des démocraties. Impossible pourtant de parler de printemps turc dans cette république laïque qui fête ses 90 ans cette année. À travers ce mouvement, le peuple n'a fait que défendre des principes déjà acquis quand la jeunesse turque a montré au monde qu'elle était prête à tous les sacrifices au nom de la démocratie. Je suis très fier d'eux et j'ai honte de ne pas avoir compris cette jeunesse jusqu'à présent. Maintenant on voit qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous et
on a encore vu qu'ils sont beaucoup plus capables que nous. Ça, c'est très important. On doit une grande excuse. Personnellement, moi, je présente mes excuses à cette jeunesse.